Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour ce panel. Ce panel sur la digitalisation de l'éducation financière pour les petits agriculteurs. Il faut savoir que nos économies sont la plupart basées sur l'agriculture, sans que les agriculteurs, petits ou grands, puissent vraiment vivre de leur activité, soit à cause de la saisonnalité des revenus, l'absence de planification, la méconnaissance des pratiques financières qui les poussent à n'utiliser que l'espèce. L'éducation financière dans cette situation apparaît donc comme une alternative pour les aider à mieux gérer ces ressources-là. De plus, avec l'évolution technologique, avec l'arrivée du digital, cette éducation financière-là peut se faire à travers différents canaux. Elle a aussi donc évolué. Pour en parler, nous recevons d'illustres personnalités. Je me permets de le dire parce que vous allez découvrir les différents profils que je vais me faire fort de vous présenter. Nous recevons donc M. Félix Yao Kwasi, qui est spécialisé en éducation financière. Il est certifié maître formateur en éducation sociale et financière par Aflatoon International. Il est coordonnateur du programme éducation financière du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire depuis 2012 et il est le représentant régional du Conseil consultatif mondial de Aflatoon International pour la région Afrique francophone. Monsieur Félix Yao, bonjour. Monsieur Yao? Oui, Monsieur Sika, vous m'entendez, je suppose. Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Après monsieur Félix Yao, nous avons Madame Yao Patricia. Ce n'est pas Madame Yao, épouse de monsieur Félix Yao, mais c'est Madame Zondi Patricia Yao, qui est la femme de Yao. qui est la cofondatrice de Quick Cash et de Canaland. Quick Cash, c'est une société de transfert d'argent et Canaland, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs agriculteurs. Madame Yao va nous expliquer comment on fait pour passer des transferts d'argent au monde agricole. Mais en tout cas, elle est là, elle a mis en place cette plateforme-là et elle est également la première vice-présidente du mouvement des PME en Côte d'Ivoire. Après Madame Yao et Monsieur Yao, nous recevons Monsieur Armel Alavo, qui est expert en éducation financière et inclusion financière. Il est consultant en finance digitale. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine bancaire et la monétique. Il a également travaillé pour SIF Group. Il est formateur en éducation sociale et financière pour Aflatoon et il est l'auteur du premier lexique bancaire africain, la banque de A à Z. Donc, après vous avoir présenté ces illustres personnalités, ma première question va aller vers M. Yao pour qu'il puisse un peu nous présenter c'est quoi l'éducation financière. Merci bien, Seka. Je pourrais dire, en m'inspirant de la définition de l'OCDE, qui est apparue pour la première fois en 2005, que l'éducation financière est un processus par lequel les consommateurs de services et de produits financiers acquièrent, on va dire, des aptitudes, la capacité à travers donc l'information, des conseils, des formations et donc développe des compétences véritablement et la confiance également pour devenir plus avertis des risques financiers, mais également des opportunités afin de faire des choix éclairés. On dira ça comme ça. Et on pourrait résumer toute, je veux dire, toute cette littératie en 3 mots, développer donc des connaissances, compétences et la confiance nécessaire
en mettant à la disposition, donc, on va dire, des populations, la littératie financière, c'est-à-dire que l'information, aider donc donner des aptitudes acquières dans leur quotidien, dans la vie courante à la maison, de façon professionnelle, parce que n'oublions pas qu'à chaque instant, les populations sont amenées à prendre des décisions financières. Merci, Monsieur Yao. Madame Yao, avant que vous nous parliez de comment est-ce qu'on fait pour passer du transfert d'argent au monde agricole, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur qui appelons-nous petits agriculteurs? Votre micro, je pense que votre micro est coupé. Ok, merci, c'est bon. Donc, je dis en fait, pour parler de petits agriculteurs, il faut prendre deux points de vue. Selon qu'on est dans les cultures de rente ou selon qu'on est dans la culture maraîchère ou vivrière. Quand on est dans les cultures de rente, on parle de moins de 5 hectares. Voilà, moins de 5 hectares pour un petit producteur. Et lorsqu'on est dans le maraîcher, on est dans moins d'un hectare. Et on va même sur des superficies de 250 mètres carrés. Mais en fait, au-delà de tout l'aspect, je vais dire, en termes de superficie, il y a la fragilité, en fait, qui caractérise ce petit producteur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir accès à du financement, quelqu'un qui n'est pas capable de pouvoir, je veux dire, dans son environnement pour prospérer. Donc, ce qui est un peu exclu. Donc, qui est exclu du financement, qui est exclu de l'accès à la technologie, qui est exclu, en fait, de tout ce qui lui permet de pouvoir, lui, en fait, prospérer dans son milieu. Donc, il y a l'aspect fragilité qui intervient dans la division du petit producteur. Il y a l'aspect superficie et l'aspect rendement. Parce qu'en général, c'est des personnes qui ont des petits rendements et très souvent, leurs revenus sont en dents de scie. Donc, ils n'ont pas de revenus stables sur toute l'année. Et ce sont des revenus qui sont en dents de scie et qui sont très saisonniers et très instables. Voilà un peu comment on peut définir le petit producteur. La question, comment on fait pour passer du transfert d'argent au monde agricole? Il faut dire que le transfert d'argent, la particularité de notre transfert d'argent, c'est que c'était orienté au monde rural. Donc, notre cible, on avait ciblé le monde rural qui était en général les producteurs dans la zone de la Côte d'Ivoire, le centre, donc ouest, le sud-ouest, on avait des producteurs. Donc, on était déjà en fait en contact avec cette cible-là. Et quand vous vous rendez compte en tant qu'opérateur de transfert d'argent que cette cible-là qui vient faire les transferts chez vous prend ses revenus d'une activité qui est l'agriculture, c'est tout à fait normal que vous commencez à vous intéresser également à leur activité. Parce que si eux, ils n'arrivent pas à avoir de revenus stables et pérennes, ça se répercute sur votre activité. Et nous, par exemple, on avait des pics d'activité entre le mois d'octobre et le mois de février-mars qui correspondaient à des mois de campagne café cacao. Mais après, en fait, je veux dire, on avait des chutes parce que en fait, les producteurs n'avaient pas de revenus. Donc, quand vous êtes dans cette activité et que vos clients sont à 98% des producteurs qui tirent leurs revenus de l'agriculture, c'est tout à fait normal que vous commencez à regarder, en fait, du côté de l'activité, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour pouvoir apporter des solutions, rendre, je veux dire, leurs revenus pérennes, et puis comment est-ce que si vous créez une durabilité au niveau de vos activités. C'est un peu toute l'activité. Oh, d'accord. Comme on le dit. En fait, allez-y. On en a trouvé une cible qui était en fait parce qu'on avait moins d'1%. En fait, donc, on s'est rendu compte que dans d'autres cultures marché de toucher un peu point de contact avec une cash d'argent avec ces problématiques en fait
Je vais dire, on passe. C'est bon? Bien, on revient à votre connexion. On vous entendait pas bien. La voix se robotisait en fait. D'accord. Vous voulez que je reprenne, c'est ça? Je reviens vers vous le temps que je pose une question à M. Armel Alavo, qui est spécialisé dans tout ce qui est finance digitale. Monsieur Alavo, à quel niveau les canaux digitaux pourraient être considérés comme l'éducation financière? Ok, merci, Sika. Je crois que tout à l'heure, Félix a abordé donc, la définition de l'éducation financière. Je crois que déjà, l'éducation financière intègre un certain nombre d'aspects, notamment l'alphabétisation financière, notamment la numératie financière. Et quand je prends le volet numératie financière, qui consiste donc à prendre aux personnes ne sachant ni lire ni écrire, à utiliser donc disons, le téléphone mobile ou les canaux digitaux pour donc bénéficier donc de services financiers. Je me dis, aujourd'hui, l'éducation financière pouvait être digitalisée. Parce que je prends un exemple tout simple. Vous savez, j'ai une formation, par exemple, qui devrait se tenir dans le nord du pays. Moi, je suis à Cotonou, je dois me rendre dans le nord du pays pour donner une formation en éducation financière pour 100 enseignants. C'était prévu pour se tenir le 7 avril. Mais voilà, à cause du coronavirus, on n'a pas pu vraiment se déplacer. Alors, je suis en train d'aller donner une formation physique, présentielle, en éducation financière. Si j'avais un outil digital, si j'avais une plateforme, une application mobile, par exemple, ça aurait pu être intéressant de donner peut-être le lien, un peu comme on est en train de tenir notre webinaire aujourd'hui, pour que tous ces enseignants-là puissent se connecter et directement donc pouvoir interagir avec moi de cette formation, ou je mets en ligne cette formation, je permets donc à tous ces participants donc d'avoir accès à l'élément et donc d'avoir accès au contenu. Alors, la digitalisation de l'éducation financière suppose donc que nous avons un contenu qui est disponible à plein temps, accessible à tout le monde. Ça permet déjà de réduire, disons, le coût de l'information. Ça permet de réduire le coût de la formation. Parce que par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si je dois faire le trajet autonome par rapport à la formation, imaginez tout ce que j'aurais à dépenser en termes de coût. Et les risques qui entourent, on permet à tout le monde d'avoir accès à la plateforme et donc de suivre la formation. Donc, ça, c'est une réduction de coût de l'information, une réduction de coût de la formation. Et c'est également, ça permet également au plus grand nombre de personnes d'y avoir accès. Ce n'est pas évident, par exemple, autour de la formation, que j'ai effectivement les 100 personnes. Peut-être sur les 100, j'aurais peut-être une cinquantaine, une soixantaine. Les 40 autres personnes n'étant pas présentes ne pourront pas avoir accès à l'information. Or, si c'est disponible sur une plateforme, c'est qu'à tout moment, d'accord, dès que l'élément est disponible, à tout moment, il peut y avoir accès. Et donc, au-delà des 100 personnes, on peut même avoir 2000 personnes juste qu'elles se connectent ou une application mobile qui leur permet donc d'avoir accès à l'information. Et vous voyez, la digitalisation donc au plus grand de personnes d'avoir accès. Ça, il y a encore donc, les barrières de l'alphabétisation. Et donc, l'exprime, même 10 ans après, dès que vous avez envie d'avoir accès à l'information, à cette formation qui a été en éducation financière, il suffit de faire comme et vous pouvez donc avoir accès à cette. Voilà rapidement ce que je peux dire quand la digitalisation de l'éducation financière, spécifiquement de la population rurale. Donc,
après, entendre. Monsieur Alavo, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui, je vous entends. Je vous entends maintenant, mais c'était D'accord, on a bien compris d'être en contact. Je vous entends pas. Le réseau puisse se régler. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je t'entends, moi. On sait là où on s'était arrêté. Oui, ouais, c'est ça. Oui. OK. Madame Yao? Bon, je pense que... Oui, bon. Oui, Madame Yao, on peut continuer. On a été interrompu. Je pense que vous avez eu pour tout le monde.
Donc, savoir comment on parle d'agriculture, je pense que c'est ça. C'est bien ça. Donc, je disais en fait que ce qu'il faut noter sans transfert d'argent, mais orienter le site agriculteur. Et donc, personne qui a dit, vous êtes obligé de vous voir au niveau de l'activité, de bons chiffres entre le mois d'octobre et le mois de février. Après tout le bon flux. Parce qu'en fait, ces paysans n'arrivaient pas à faire toute l'année. Pour on s'est dit, on voulait assurer de l'habitat de notre activité. Qu'on pouvait faire et quelles sont les solutions qu'on pouvait apporter. C'est comme ça qu'on a regardé un peu. C'est vrai qu'il faisait un peu de tout dans le café et le cacao, mais on a utilisé, nous a décidé de nous semer dans un segment qui était la culture maraîchère et vivrière parce que ça avait des cycles beaucoup plus courts et on pensait qu'avec cette culture-là, ils pouvaient diversifier leur activité, leur revenu qui n'était pas très on a agi sur ces activités pour pas que, parce qu'il n'y a plus de revenus pour les paysans, il n'y a plus de revenus aussi pour nous. Donc, comment est-ce qu'on agit sur l'acteur principal de notre écosystème pour que, je veux dire, cet acteur-là, effectivement, ait de revenus et que ça puisse servir également à notre activité de transfert. C'est comme ça que l'idée est venue de créer, en fait, Canal. Au-delà de ça, moi, j'ai moi-même personnellement une passion pour l'agriculture. Donc, passion pour l'agriculture. À cela, on ajoute en fait le besoin de pouvoir créer une durabilité dans notre business et de voir ce que nos clients font. C'est ce qui nous amène, ce qui nous fait qu'on se retrouve dans l'agriculture. D'accord. Merci. Merci, Madame Yao. Monsieur Yao, est-ce que on peut avoir quelques éléments sur les prérequis nécessaires pour mettre en place un programme d'éducation financière pour des petits agriculteurs? Oui, naturellement, pour mettre en place un programme d'éducation financière qui donne des résultats, que ce soit au bénéfice des petits, on va dire, les agriculteurs ou les grands agriculteurs, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudra prendre en compte. Monsieur Alago parlait de la disponibilité donc, des contenus. Donc, il faut des modules adaptés à leur, des modules adaptés de qualité. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faudra identifier véritablement quel est le besoin en termes d'éducation ou d'alphabétisation financière de cette cible. Parce qu'il faudra tenir compte, on va dire, du niveau d'éducation même de ces populations. Donc, il faut tenir compte. Et cela est assez important dans la mesure où, de façon générale, les statistiques indiquent que ces personnes en milieu rural sont peu alphabétisées. Et donc, il faudra tenir compte du fait que leur niveau d'éducation ou d'illettrisme est un peu bas, donc il faut l'adapter. Ça, c'est de un. De deux, il y a qu'il faut prendre en compte, ça on ne le fait pas toujours, bien malheureusement, il faut prendre en compte la dimension culturelle. Elle est moins pragmatique, certes, mais c'est assez important pour savoir la compréhension de chacun des individus de l'environnement économique et financier. Autre chose, c'est pouvoir utiliser de plus en plus les langues locales dans la diffusion des messages clés. Parce que, comme je le dis, l'éducation financière est indispensable, quel que soit, je veux dire, notre métier. C'est une action éducative qui est une transversale. Et pour ce faire, pour ces populations,
il faut nécessairement leur donner accès via un canal linguistique qui leur permet effectivement d'accéder à l'information, étant entendu que ces populations ont besoin de bonnes informations pour pouvoir prendre des décisions financières avisées. OK? On va dire, voici quelques éléments, quelques prérequis qu'il faudra prendre en compte si l'on veut mettre en place un programme d'éducation financière qui a du sens pour le monde rural et notamment au bénéfice des petits agriculteurs. En gros, il faut tenir compte des réalités du terrain pour pouvoir adapter son canal ou son support de formation avant. Le canal, que ce soit, je veux dire, les contenus, parce que aussi, les besoins en éducation financière vont varier d'une cible à une autre. Les modules à adresser, on va dire, aux petits planteurs ne seront pas les mêmes modules qu'on va adresser à des PME, encore moins à des arriérés. Vous comprenez? Et donc, il faut tenir compte d'un ensemble d'éléments concernant la cible pour pouvoir produire, on va dire, des modules qui soient adaptés, qui soient d'abord étudiés et adaptés. Avec, on va dire, l'accompagnement de microfinance, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils comprennent la notion de crédit, d'endettement, pour ne pas aller vers le surendettement qui souvent certains avant leur parcelle. Donc, autant de. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait être adapté aux petits agriculteurs. Donc, il faut tenir compte de leur réalité, il faut tenir compte de leur niveau d'éducation, il faut tenir compte également de leur environnement culturel, qui sont autant d'éléments qui comptent pour, je veux dire, un programme d'éducation financière dans le monde rural. Voilà. Merci, monsieur Yao. Je voulais demander à monsieur Lavo, à quel moment, justement, après cette intervention de monsieur Yao, à quel moment est-ce que l'éducation financière doit intervenir chez ces petits agriculteurs? En long et à large, donc, la question de l'éducation des petits agriculteurs. Disons que l'éducation financière se retrouve en amont et en aval, et beaucoup plus pendant la période d'activité de ces agriculteurs. En amont, parce que justement, on a besoin, par exemple, d'avoir certaines notions de base, d'accord, avant donc de pouvoir prendre certaines décisions. La décision est prise en amont. Et donc, pour prendre cette décision financière dont parlait tout à l'heure Yao Félix, il faut pouvoir définir un certain nombre de connaissances. Et donc, l'éducation financière se passe à la base. Et dès lors que vous notions de base, les décisions que vous prenez sont des décisions, disons, qui ne vont pas impacter négativement. Et pendant votre parce que justement, je prends le cas d'un producteur qui, après la récolte, a un revenu X. Alors, la question c'est de savoir, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de charges que je supporte. Des charges journalières, des charges mensuelles, etc. J'ai, pour réussir une bonne éducation financière, j'ai à épargner de l'argent. Alors, face à mon revenu, je dis n'importe quoi, de 500 000,
comment est-ce que je répartis ça? Ça, c'est une question qui se pose. Alors, il faudrait justement que pendant la période de culture, la période d'activité, qu'il y ait un certain soutien, une certaine assistance, un certain accompagnement. C'est pour cela que je disais, la formation devrait être, disons, permanente. Et c'est pour cela que j'allais même recommander à Patricia, dans l'accompagnement qu'elle fournit donc à ces petits agriculteurs, il ne faut pas que ce soit seulement en début d'activité, mais pendant la culture et après la récolte. Parce qu'ils ont besoin toujours d'être orientés. Vous savez, quand au quotidien, on ne vous rappelle pas quelque chose, ça vous échappe et vous promettez d'abord, disons, vous posez d'abord l'acte avant de vous rendre compte en réalité que c'est une acte qui va être positive. Et donc, ils ont besoin d'être assistés au quotidien. Et à la fin, dès qu'ils ont, disons, épargné, ils ont de l'argent à portée de main, qu'est-ce qu'ils vont en faire? D'accord? Il faut pouvoir investir. Investir, c'est quoi? Il faut avoir des informations qui vous permettent donc, en investissant dans tel ou tel. Je vais vous dire quelque chose par exemple. Les agriculteurs, généralement, leur récolte, ils ont de l'argent. D'abord, très peu ont des relations avec les institutions financières formelles. Et donc, pour épargner de l'argent, ils achètent peut-être, d'abord, ils ont des produits dans les greniers et ils prennent de l'argent, ils achètent peut-être des bétails. Mais ça, épargner donc dans les bétails, c'est un risque. Mais peut-être à un moment donné, au cours d'une formation, on pourrait attirer l'attention sur le risque que présente l'épargne dans les bétails. D'accord? Ou peut-être de l'argent qui est peut-être enterré, parce qu'on se dit, bon, je pourrais y avoir accès à tout mon agriculteur. Et c'est pour cela que la confiance, elle est importante. Entre non seulement la confiance en soi, mais également la confiance envers les institutions financières. Et c'est pour cela justement qu'au quotidien, il faut y avoir une éducation financière. Et maintenant, l'éducation financière, il faut forcément que les formateurs se déplacent pour aller donner cette formation, pour aller coacher, pour aller assister, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il se pose des questions de logistique, de distance, etc. Donc, digitaliser l'éducation financière pourrait permettre effectivement d'embarquer des contenus dans des plateformes digitales, d'embarquer des contenus dans des applications mobiles. Et oui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une solution, nous sommes en train de travailler un peu avec ceux qui s'en occupent, qui est embarqué, par exemple, dans des décodeurs. Ces décodeurs envoient des messages vocaux à travers la télévision. Et donc, l'agriculteur qui capte sa télévision peut donc avoir accès à une information, peut avoir accès à la formation, peut avoir accès aux différentes informations concernant le marché. D'accord? Et donc, depuis sa maison, en se connectant, donc en connectant sa télévision donc, au décodeur, il peut avoir accès à toutes ces informations. Et la même solution est disponible sur son téléphone mobile. Et donc, pourquoi ne pas embarquer une solution d'éducation financière dans cette, disons, décodeur, dans ce décodeur, et permettre donc que les agriculteurs puissent avoir accès à des contenus en éducation financière via la télévision, directement à la maison, ou via leur téléphone mobile. Donc, c'est autant donc, de solutions qui peuvent accompagner l'éducation financière qui se fait déjà dans sa forme traditionnelle. Du coup, il y a des formations physiques, des formations présentielles, qui peut accompagner donc et renforcer le comportement donc, de ces agriculteurs face à l'épargne, les préparer aux questions donc, de dépenses et également les questions d'endettement, de surendettement, dont on a parlé tout à l'heure de Monsieur Alavo, vous avez parlé tout à l'heure de canaux, vous avez parlé de décodeurs, vous avez parlé de téléphone. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte du taux de pénétration d'Internet ou d'accès, du coût d'Internet, est-ce qu'il est aujourd'hui aisé et simple de parler de digitalisation pour petits agriculteurs, connaissant les différents revenus qu'ils génèrent et connaissant également les difficultés d'accès à Internet? Le coût Internet est toujours encore cher. Et est-ce qu'il y a des canaux ou des solutions qui existent et qui n'ont pas forcément besoin d'Internet? Oui, déjà,
je suis d'accord avec vous quand vous parlez donc de l'Internet, déjà qui coûte cher, d'abord qui n'est pas assez démocratisé, donc tout le monde n'a pas, il n'y a pas, disons, mais la solution n'est pas, par exemple, c'est une solution. Au-delà de ça, vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire de la digitalisation sans briser un certain nombre de barrières. On ne peut pas toujours rester, si on veut faire le changement, on veut opérer un changement, on veut aider vraiment les populations rurales à avoir accès à une éducation financière, disons, de masse, d'accord? On est obligé d'aller vers des réformes. Les réformes, c'est vraiment d'introduire le digital. C'est vrai que ce sera difficile parce que les gens n'étaient pas habitués à ça, mais il faudra y aller. Je prends un exemple. Je crois, c'est quelque chose qui peut se passer. C'est assez simple, assez facile à faire. Il n'y a pas longtemps, on recevait des appels directement des opérateurs téléphoniques mobiles. Vous avez votre téléphone, on vous appelle, ou même, je ne fais pas de la publicité ici, mais vous recevez des appels de Canal+. On vous dit, oui, monsieur Tan, votre abonnement va expirer tel jour, vous voulez vous renouveler, etc. Ces différents messages ou ces appels téléphoniques qui nous parviennent des téléphone, on peut envoyer des messages audio via des téléphones, mais sous forme d'appels, mais des messages qui contiennent des informations financières. Je prends un exemple. Nous sommes en période de campagne de coton. Et puis, on se rend compte que les cotonculteurs ont des dépenses à faire, ont des achats à faire, etc. Mais on fait une campagne où, pendant la période, on prend un opérateur téléphonique mobile qui, chaque jour, parce qu'ayant déjà ciblé tous ceux qui sont cotonculteurs dans la zone, fait des appels audio avec des messages, des contenus en éducation financière. Il dit par exemple, bonjour tel monsieur, je suis tel un conseiller d'éducation financière, message préenregistré. Je suppose que vous avez, dans le cadre de vos activités, des revenus journaliers, des revenus hebdomadaires, des revenus mensuels. Alors, si vous gagnez, vous avez un revenu par jour ou par semaine, voilà, voici, disons, un schéma de répartition de vos revenus entre vos charges et votre épargne. Et donc, c'est un message qui peut envoyer chaque jour, ou 3 fois par jour. Vous êtes d'accord avec moi qu'un message de ce genre pourrait donc orienter les cotonculteurs à mieux gérer les revenus qu'ils vont gagner pour la période. Non, c'est bien compris. Je veux dire qu'on a aujourd'hui donc la possibilité d'adapter les messages en fonction des canaux qui sont utilisés par ces populations. Exactement. OK. Madame Yao, je voulais revenir vers vous. Aujourd'hui, vous qui travaillez avec les petits agriculteurs, quels sont les problèmes qui sont identifiés chez eux? Parce que si aujourd'hui une solution ou une plateforme ne vient pas les aider à régler des problèmes, l'intérêt sera, j'allais dire, moindre. On ne vous entend pas, Mme Yao. Allô, c'est bon? OK. C'est bon, mon micro activé. Donc, merci. Avant de répondre à la question de M. Sarr, je voulais revenir un peu sur la question dont tu avais posé à Ahmed, notamment concernant s'il n'y avait pas d'autres canaux, vu que je dis l'accès à Internet coûte assez cher. Vous m'entendez? Oui. Je veux dire qu'il peut y avoir d'autres canaux. Je veux dire, en plus de l'Internet, en dehors de l'Internet, il y a des canaux comme l'USSD. Mais c'est la spécificité de ces canaux-là. Donc, je dis l'apanage de certains opérateurs. Donc, si on veut réfléchir, je vais dire, digitalisation, inclusion, je pense qu'il faut démocratiser l'accès à ces canaux-là, faire même des éléments d'utilité publique. Donc, de sorte que, parce que quand vous avez une solution que vous voulez l'implémenter, à travers l'USSD, c'est tout un parcours de combattants parce que
l'opérateur en face vous voit forcément comme étant un concurrent. Bon, ce n'était pas là la question. On a assisté à ce genre de problème. Voilà. Et ce n'est pas encore fini. Donc, j'espère qu'on va trouver une solution. Donc, la question, c'était l'adaptation. C'est les difficultés que les petits producteurs ont à adapter la digitalisation, que ce soit l'éducation financière et autres. En fait, je pense que c'est l'adaptabilité qu'il faut regarder. En fait, bon, j'ai rencontré beaucoup de solutions vraiment très belles, sexy, comme on peut le dire, mais qui est un peu difficile à utiliser par la cible. Donc, il faut partir de la cible pour créer la solution, en fait. Il ne faut pas créer une solution toute faite et penser à la place de la cible, en fait. Donc, c'est une co-création, en fait, pour moi. C'est tout un travail de co-création. Je pense que vous êtes mieux outillé pour le savoir. Il faut créer, en fait, la solution de bout en bout avec le petit producteur. Parce que quand la solution est créée dans un laboratoire et que vraiment on a testé entre nous qui ne sont pas les utilisateurs finaux, c'est tout à fait normal qu'à l'usage, ça puisse poser de problèmes. Donc, c'est la technologie qui va s'adapter à la cible et non la cible qui va s'adapter à la technologie. Quand quelque chose est compliqué, si dès les premiers moments d'utilisation, il y a assez de complexité, les parcours sont assez complexes, c'est des choses en fait, à décourageant, en fait. Ça, c'est ce que je pense. Le deuxième problème, c'est de pouvoir faire le lien entre l'adaptation de cette technologie-là. Il faut qu'on puisse démontrer de manière très claire. Ça existe, mais peut-être qu'on n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui gagne à adopter? Parce que le producteur, c'est comme un qui cherche à améliorer son quotidien, cherche à avoir de meilleurs revenus. Donc, je pense qu'on n'est certainement pas arrivé à lui démontrer qu'en adoptant ces canaux-là, il gagne. Je pense que dans certains pays où moi j'ai vu une forte pénétration, après, c'est les petits producteurs même qui courent après la solution. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelques travail à faire au niveau de tout ce qui est de services, d'éducation financière. Et je suis content de savoir que les en fait, le font assez bien. Et moi, retenu, c'est que l'éducation financière, la digitalisation, écoutez, Armel pense. Je pense que c'est quelque chose, je veux regarder la difficulté d'adaptation. C'est pas tellement l'Internet qui cache. C'est vrai que l'Internet coûte cher. Mais si il arrive à démontrer qu'en utilisant, il faut qu'on puisse faire une corrélation en fait entre l'adoption de ces systèmes-là et lui, son revenu, je pense que c'est plutôt là qu'il faut qu'on essaie de travailler. Parce que j'avoue que moi, je n'ai peut-être pas bien cherché, mais je n'ai pas vu beaucoup de plateformes comme ça, enfin, en tout cas pour la Côte d'Ivoire que je connais bien, qui fonctionnent bien dans ce milieu-là. Donc, adaptation. Il faut pouvoir développer le produit à partir de la cible, donc du terrain, tester beaucoup d'étapes avec eux pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin avec eux, non concevoir une solution qui paraît très bien coûteuse, bien, et puis après venir l'adapter. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mon expérience avec QuickCash et autres. On avait des solutions qu'on avait faites dans notre laboratoire, nous, mais qui n'ont pas marché sur le terrain parce que à la fin, celui qui devait utiliser ne se sentait pas dedans. Donc, voici un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que si je dois résumer votre intervention, c'est il faut que le programme à mettre en place pour qu'il puisse intéresser les petits agriculteurs, il faut qu'il soit inclusif. Il faut que ce soit quelque chose qui tienne compte réellement de leurs besoins, de leur vécu, de leurs attentes et ne pas aller télécharger plus ou moins quelque chose qui existe et venir l'implémenter. Et je pense que en termes de, c'est une transition toute trouvée, justement, Monsieur Félix Yao. Je sais qu'il y a des acteurs en fait qui participent à l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces différents acteurs-là peuvent aider à la mise en place de programmes d'éducation financière inclusifs? Alors, avant de répondre à votre question, qu'il me plaise effectivement d'attirer notre attention sur le fait que il faut faire le net distinguo entre inclusion financière et éducation financière. L'inclusion financière est le fait
de mettre à la disposition des populations des services financiers adaptés, voilà, et à faible coût. C'est ça l'inclusion financière. Mais nous, quand nous parlons d'éducation, financière, non, nous parlons donc de compétences, de connaissances et surtout de la confiance. Voilà. Il faut donner aux populations. Ça fait deux choses différentes. Il y a ceux qui mettent à disposition les services financiers. Nous, éducateurs financiers, on dira, c'est d'accompagner à travers donc des formations, à travers la sensibilisation, à travers l'information. C'est ce que nous apportons pour aider les populations à changer de comportement. Nous savons que l'Ivoirien dépense beaucoup, il n'arrive pas. C'est ça. Comment amener l'Ivoirien à pouvoir avoir épargné? Comment intégrer la culture et même créer le réflexe, voilà, de l'épargne chez l'Ivoirien. Ça, c'est de l'éducation financière. OK? Et comment faire comprendre après à l'Ivoirien que l'épargne est effectivement un pas important à faire si l'on veut changer, on va dire, sa condition financière, mais que l'épargne n'est pas la solution qui permet de devenir riche, qu'il faut aller à l'investissement. Ça, c'est l'éducateur financier qui parle, qui donne des conseils pratiques, qui accompagne pour que les populations changent de comportement. Qu'on soit petit paysan, petit producteur, et d'ailleurs parce qu'on est petit et qu'on veut grandir, il faut absolument adopter, on va dire, les bonnes habitudes. Il faut qu'il y ait de bonnes pratiques. Et donc, par exemple, comment développer la culture de l'épargne chez les petits producteurs? Ça, c'est de l'éducation financière. Et après, je veux dire, cette différence assez nette qui montre que, effectivement, l'éducation financière doit accompagner l'inclusion financière. En termes de canaux, c'est vrai, vous avez identifié, aujourd'hui, il y a beaucoup de, il y a quelques plateformes, ça et là, qui, en fait, mettent en ligne des capsules éducatives. Il en faudra davantage parce que nous n'en connaissons pas suffisamment. Après, vous savez, nous parlons d'éducation financière, éduquer. Ça voudrait dire que il faut que les formateurs eux-mêmes soient formés. Il y a combien de formateurs en éducation financière en ce moment? Je n'en connais pas beaucoup. Combien de structures écrivent des scénarios sur une base pédagogique pour pouvoir éduquer les populations de façon financière? Je n'en connais pas suffisamment non plus. C'est normal parce que l'éducation financière est un concept qui a été annoncé pour la première fois de façon officielle en 2005. Et ça, c'était encore au niveau de l'OCDE. Donc, c'était des années 2000 jusqu'à 2000, on va dire 10, c'était exclusivement l'affaire des pays développés. C'est maintenant que nous commençons à recevoir, à capter le concept chez nous. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais entre-temps, je me rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas si certaines personnes se rappellent de la série Waribana à la télévision ivoirienne. C'était, oui. Bon, ça,
Moi, non. Ah oui, bon. Mais, Monsieur Yao, je voulais quand même profiter pour dire Oui. qu'en fait, si dans votre intervention, j'ai posé une question relative aux acteurs. Donc, dans votre Oui. réponse, si certains acteurs que vous pourrez nous indiquer, ce serait parfait. D'accord. Alors, je voudrais, avec votre permission, boucler rapidement sur la question du canal de diffusion. On a parlé de plateforme, mais je dis, nos télévisions nationales demeurent, quoi qu'on dise, on va dire un canal suivi par nos populations. Mais bien malheureusement, vous verrez des séries indiennes, des séries européennes, mais pas de séries, et par exemple, sur l'éducation financière qui passe, comme à l'époque Waribana, qui était une série d'éducation financière. Donc, il faut effectivement exploiter au moins ce qui existe un peu partout, pratiquement dans tous les, dans la plus grande majorité des familles. La télévision, aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Ça. À côté de cela, nous avons la chance d'avoir des radios de proximité. Voilà. Qui sont aussi des canaux assez, je veux dire, pertinents pour diffuser des messages d'éducation financière, surtout quand on constate avec vous, et comme vous l'avez dit, que Internet, quoi qu'on dise, coûte encore cher. Les plateformes de diffusion de capsules éducatives, il n'y en a pas beaucoup. En dehors de Microsave, où je vois quelques capsules, en Afrique ici, je n'en connais pas beaucoup. Donc, il faudra aussi songer à la création de plateformes et à la collaboration entre les différents acteurs que sont, on va dire, les fournisseurs de services financiers. Il faudrait que les banques et établissements financiers, les microfinances s'engagent davantage dans l'éducation financière des populations, parce que c'est à leur avantage. C'est également à leur avantage. Une population éduquée, elle consomme, on va dire, de façon avisée les produits et services financiers. Alors, Quelqu'un Monsieur Yao, j'ai des questions du public et je pense que c'est le moment de les introduire pour que ceux-là n'aient pas l'impression qu'on ne tient pas compte d'eux. D'accord. L'une des questions qui est revenue plusieurs fois, c'est vraiment de savoir comment est-ce que le digital peut aider concrètement l'éducation financière, avec des exemples pratiques. Par exemple, de nous dire en quoi est-ce que le digital peut apporter une plus-value ou un intérêt supplémentaire dans l'éducation financière. Non, mais en fait, les canaux que je viens de citer, ce sont le digital, les plateformes. Si on entend par digital l'utilisation du téléphone portable, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que le digital, c'est seulement l'utilisation du téléphone portable. Mais même pour le téléphone portable, que ce soit le téléphone portable, que ce soit les autres canaux que j'ai cités, il faut effectivement reconnaître que l'avènement du digital peut contribuer fortement à éduquer les populations financières. Dans la mesure où si les populations pouvaient avoir accès, on va dire, à des capsules éducatives à partir de leur téléphone portable, naturellement, ça permettrait de toucher un plus grand nombre de personnes. Ça permettrait à chacun de repasser chaque fois qu'il a envie d'avoir ou de revisiter une information, d'y aller. Et puis, vous avez aujourd'hui, on va dire, l'intelligence artificielle qui va compter pour beaucoup dans
je veux dire, cette importance de digital dans le déploiement de l'éducation financière. Aujourd'hui, avec un chatbot, j'en connais, équipe, ça permet d'interagir avec, on va dire, l'utilisateur, d'avoir donc des réponses en temps réel à des questions que peuvent poser les populations pour avoir des informations. Voilà. Donc, je voudrais rassurer ceux qui sont en direct avec nous que nous sommes affirmatifs que le digital va contribuer énormément à démocratiser l'éducation financière, les contenus d'éducation financière. Vous savez, M. Alavo, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là, M. Alavo? Oui, je crois que j'ai quelque chose à ajouter. Je crois qu'à la suite de Félix, je dirais que effectivement l'éducation financière digitalisée, comme je l'avais déjà dit un peu plus haut, permet donc effectivement au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à des contenus. Mais aussi, vous savez, si le secteur de l'agriculture n'est pas suffisamment financé par les institutions financières, ce n'est pas forcément à cause de son caractère saisonnier. Non, pas forcément. Mais il y a aussi que c'est un secteur assez risqué. Ce n'est pas Patricia qui me dira le contraire. C'est un secteur assez risqué. Et parce que justement, ceux qui y travaillent, je veux parler donc des planteurs, je veux parler des petits agriculteurs, n'ont pas une certaine traçabilité donc, des différentes opérations qu'ils effectuent. Et comme je l'ai dit un peu plus haut dans mon intervention, c'est des gens qui travaillent généralement pas avec des institutions financières. Et quand ils gagnent de l'argent, c'est généralement à la maison, ils dépensent au quotidien. Et puis après, entre deux récoltes, voilà, ils ont des situations difficiles et ils ne savent pas forcément comment gérer. Et ils sont obligés donc de se rapprocher donc des amis, de faire recours à des amis, à des parents, etc. Alors, l'éducation financière digitalisée, donc, qui permet de démocratiser l'éducation financière de façon générale, permet donc le développement de bonnes pratiques, parce que ce sont les contenus de l'éducation financière. Et donc, aujourd'hui, ces petits agriculteurs, ces petits planteurs pourront donc, disons, assainir leur relation avec l'argent, pourront donc développer de bons comportements, notamment en termes d'épargne, en termes de dépenses, en termes de, disons, de budget. Et tout ça, ça leur permet d'avoir accès à des services financiers formels. Parce que l'éducation financière, c'est également pour permettre à ces populations d'avoir accès à des informations, à des services financiers formels. À partir de l'instant où ces petits agriculteurs ont accès à des services financiers formels, c'est qu'ils peuvent produire, disons, des récapitulatifs de leurs opérations financières pour dire j'ai gagné tel, j'ai dépensé tel, j'ai épargné tel. Et tout ça, ils peuvent le fournir en termes de preuves au niveau de l'institution financière. Et s'ils ont développé en termes de relations avec l'institution financière, c'est que l'institution financière peut donc, dans ses livres, identifier effectivement les différentes opérations effectuées par cette population. Et cela peut rassurer l'institution financière qui, avant de mettre en place ce crédit, a besoin d'avoir une certaine confiance. Et la confiance s'établit quand? La confiance s'établit à partir du moment où vous avez une bonne relation avec un client qui, pour toutes ces opérations, fait recours à vous. Pour déposer de l'argent, par exemple, il a vendu des produits et il veut qu'on le paye de l'argent. Il va dire non, allez me faire un dépôt sur mon compte bancaire. Ou allez me faire un dépôt sur tel. Ou même si c'est sur un téléphone mobile, allez me faire un dépôt sur mon téléphone mobile, etc., etc. Ça permet de tracer toutes les opérations. Donc, une certaine traçabilité dans les opérations du petit producteur ou du petit agriculteur. Ça, là, ça lui permet d'avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de l'institution financière et donc d'avoir accès à un financement. Monsieur Alavo, on va arrêter là parce que je vais vous dire, on a une vingtaine de questions. Wow. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse pas mal de personnes. On a même des personnes qui nous ont envoyé des messages du Burkina, du Sénégal, de plusieurs pays. Et on va essayer d'être bref pour pouvoir répondre à la majorité de ces questions, même si je rassure les uns et les autres que chacune des questions aura une réponse parce que nous ferons fort après ce panel-là de répondre individuellement à chaque question.
Madame Yao, il y a une question précise qui a été qui vous a adressée. Dans quelle mesure l'éducation financière a permis aux agriculteurs que vous accompagnez d'améliorer leurs conditions financières au niveau de leurs différents ménages? OK, merci. En fait, comme je l'avais dit tantôt, nous, on n'a pas dans notre modèle véritablement travaillé sur la digitalisation, sur l'inclusion financière. Dans le modèle qu'on avait, c'était avec des ONG, en fait, qui devaient s'en charger. Donc, pour nous, c'était en complément de formation qu'on apportait au groupement, en fait, de femmes. Et donc, je pense que c'est avec l'approche de la discussion que j'ai eue hier avec Parfait, Armel et Félix, et tout à l'heure avec également l'intervention de Armel, que je suis en train de réfléchir en fait à le mettre là-dedans. Puisque vu que nous, on n'était pas assez compétents là-dessus. Parce que comme je dis, c'est vrai qu'on est agrégateur, mais ce n'est pas notre métier, un peu comme Armel et comme Félix, qui sont des experts dans tout ce qui est éducation financière. On savait plus ou moins que c'est quelque chose qui était assez important, puisqu'on se retrouve avec des producteurs qui peuvent se retrouver avec en période de campagne et qui, en fin d'année, plus les mois avancent, plus ils sont assez miséreux. Donc, plus ou moins, on savait que c'était un problème à adresser, mais comment le faire? On pensait le faire via en fait, des formations que donnaient certaines ONG qui travaillent un peu dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que quand on s'appuie sur ces ONG qui développent ces programmes-là, ce sont des programmes précis dans des zones. Et donc, ça fait que tous nos producteurs ne peuvent pas en bénéficier. Et puis, ça faisait des coûts supplémentaires, en fait, pour nous, si on doit payer ces formations. Imaginez un peu la logistique qu'il y a derrière à déplacer, je vais dire, les spécialistes formation, éducation financière, créer la logistique, déplacer les producteurs, puisqu'ils ne sont pas forcément tous sur la même plateforme. Donc, c'est plus ou moins en regardant, en fait, en écoutant Parfait, que je me suis rendu compte que c'était un process qu'on peut facilement digitaliser dans ce qu'on les met, parce que la force du digital, c'est que ça permet de toucher un grand nombre, ça permet de toucher en fait la personne qui est au kilomètre. Nous, ce qu'on avait fait, en fait, c'était des formations en fait avec des ONG, des ONG, mais pas en tant que canal, en plus que c'était pas en fait notre corps de métier, on n'était pas assez compétent sur la matière, parce qu'on n'est pas des experts en financière, mais bien sûr, on se rendait compte que c'était important, parce que c'est dommage de voir un producteur qui travaille avec toi et qui, dès qu'il a eu sa récolte, il dépense et après, il revient encore pour des dire, il revient pour avancement de l'argent. Or, pour une entreprise, c'est pas évident. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas microfinance, je ne lui donne pas de l'argent comme ça. Pour une entreprise, on est obligé d'avoir ce lien social là avec des producteurs. On ne peut pas tout le temps, je vais lui donner 5, 15 000, 20 000 à gauche, à droite. Ce n'est pas durable. Alors qu'on pense qu'en lui donnant une bonne manière de gérer ses finances, c'est une question qui vient du Burkina. Il nous demande, s'agissant des codes USSD, et comme évoqué par Madame Yao, comment résoudre ce problème d'ouverture du code? Est-ce qu'il y a des pays, exemple, car au Burkina, nous butons sur cette problématique depuis 3 ans. Je vous l'adresse. OK. Je sais qu'en Afrique centrale, c'est ouvert. J'ai pu entendre qu'au Nigeria, au Sénégal, mais pour le Nigeria, voilà, c'est ouvert. Et pour moi, c'est une décision politique, parce que je ne peux pas comprendre qu'on est un régulateur
et on dit c'est toi qui est l'arbitre, tu dois faire un arbitrage et que le régulateur ne soit pas assez fort pour pouvoir siffler lorsque des acteurs ne respectent pas. C'est comme un arbitre qui doit faire, et l'arbitre n'est pas capable de siffler, donner un carton rouge à celui qui ne joue pas les règles. Donc, c'est une volonté donc politique des États. Donc, quand on met un régulateur, on doit donner la force au régulateur. Moi, j'ai passé 2 ans, 3 ans à payer un code USSD qui n'a jamais été utilisé. Et je suis convaincue que 99% des startups qui ont essayé d'avoir accès à ces codes-là se sont butés sur ça. Donc, moi, j'ai dit au régulateur, il n'y a pas deux solutions. Vous vendez des codes déjà intégrés. Parce que quand vous dites à l'entreprise, va négocier avec l'opérateur. Si tu te dis non, et puis maintenant tu viens me dire, maintenant moi je vais l'interpeller, mais il ne va jamais te dire non. Parce qu'il ne va pas jamais te faire une note écrite pour te dire non, je ne te donne pas. Mais il y a des noms j'espère qu'il n'y a pas des gars qui sont des régulateurs qui m'écoutent. Mais il y a des noms qui ne se disent pas. Quand vous vendez un code USSD à quelqu'un et que vous rendez compte 3 ans après, il n'a pas pu l'utiliser, qu'il y a un problème. La solution, c'est de vendre des codes déjà intégrés. C'est-à-dire que les opérateurs ont déjà intégré le code et quand vous allez chez le régulateur, ils vous vendent. Donc, vous n'avez plus à faire ces démarches-là. Ou carrément, d'avoir un régulateur qui est assez fort pour suivre les règles de jeu. Vous dire, voici comment, vous dire, on fait du SSD, un instrument d'utilité publique. Donc, on estime que c'est ce qu'il faut pour sauver les gens. Donc, c'est vrai que vous, c'est votre instrument, mais vous devez permettre aux autres de pouvoir avoir accès. Donc, voici les conditions, les règles. Bien sûr, on fait de l'investissement. Ce n'est pas gratuit, voici les règles. Et l'arbitre joue son rôle. Moi, je pense qu'il n'y a pas deux solutions, quoi. Soit on vend des codes déjà intégrés, ou... bon, moi, je pense qu'on est un régulateur qui ne fait pas son travail. Excusez-moi du terme, mais qui n'est pas assez fort pour citer les règles du jeu. Bien compris. On a une question pour M. Alavo et M. Yao. C'est une question qui est posée par un système financier décentralisé et une compagnie d'assurance. Quels sont les jalons dans la mise en place de l'éducation financière dans un système financier décentralisé ou dans une compagnie d'assurance? Je vous laisse y répondre. Déjà, je vais commencer. Mais avant, je vais rapidement appuyer l'intervention de Mme Yao par rapport donc appuyez vite parce qu'il reste... Rapidement. En réalité, je dis, moi, nous avons une opportunité à saisir. L'opportunité que nous avons, c'est que nous avons heureusement une stratégie régionale d'inclusion financière qui est censée être déclinée en stratégie nationale d'inclusion financière. Et je pense qu'au niveau de cette stratégie, nous avons 5 axes. D'accord? Nous avons 5 axes. Le premier axe qui aborde donc l'amélioration de l'accès des populations à des services financiers, donc digitaux. Je pense que au niveau de ce axe, au niveau de l'axe qui aborde la réglementation, il est question effectivement que les régulateurs puissent s'entendre sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter les actions d'inclusion financière. Si le régulateur en Afrique centrale a pu démocratiser le SSD, si au Sénégal on a pu démocratiser le SSD, je pense que la Côte d'Ivoire aussi a permis désormais l'accès à l'USSD. Je pense bien si je me trompe. Alors pourquoi est-ce que dans tous les autres pays de l'UEMOA ça ne passe pas? Alors qu'on est sous une même stratégie régionale d'inclusion financière. Je pense que c'est des discussions qu'on peut poursuivre après parce qu'effectivement on a eu l'opportunité à saisir. Alors la question de quels sont les jalons pour avoir une éducation financière au niveau des SFD, au niveau disons, des compagnies d'assurance. Je suis heureux que effectivement la question ait été posée et soit orientée vers des compagnies d'assurance parce qu'on voit très peu les compagnies d'assurance vraiment dans l'éducation financière. Et les compagnies d'assurance vivent notamment parce que les compagnies d'assurance IRD, généralement, disons, c'est en griffe un peu plus, c'est rendu un peu obligatoire. Par contre, le côté vie, bon, il faut arriver à convaincre la population. Alors, si vous n'avez pas mis en place un bon argumentaire, si vous n'arrivez pas à convaincre le client de l'importance d'une assurance vie pour son quotidien, pour son futur, pour son avenir, il ne va pas y accéder. Et pour les questions liées donc à l'assurance et aux institutions de microfinance,
on a beaucoup de choses à dire. Je suis sûr que si je commence, on ne va pas en finir, parce qu'aujourd'hui, il faut que les institutions, les compagnies d'assurance revoient leur technique, revoient leur stratégie d'approche. Parce que ce n'est pas pour rien que les populations de façon générale traitent et les banquiers et les assureurs de bandits. Pourquoi est-ce qu'ils nous traitent toujours de bandits? C'est parce qu'il y a de mauvaises pratiques. Et je ne vais pas aborder ça parce qu'on risque de ne pas en finir. Mais au niveau des institutions de microfinance, ça se fait déjà. Encore que je dis là, ce n'est pas réellement de l'éducation financière. L'éducation financière ne vise pas forcément l'accès au crédit ou à un emprunt par une population. Mais l'éducation financière, ou du moins la sensibilisation qui est faite par les institutions de microfinance, elle est faite lorsque un client qui est déjà dans le portefeuille de l'institution décide d'accéder à un crédit. Quand vous décidez d'accéder à un crédit, on organise une séance de sensibilisation. Vous parlez donc des conditions qui régissent le crédit qui est en train d'être mis en place et les conditions de mise en place de ce crédit, c'est-à-dire le taux d'intérêt du crédit, les garanties qui sont éventuellement prises. S'il n'y a pas de garantie, c'est la caution. Si vous êtes 2 ou 3 personnes qui constituent une caution, ou un dépôt de garantie à constituer avant que la mise en place ne soit faite, ou une garantie financière à constituer progressivement dans le cadre du remboursement du crédit, ou une assurance vie à laquelle vous souscrivez pour donc assurer le crédit qui est mis en place. En fait, c'est une sensibilisation qui est faite juste pour vous informer sur les conditions du crédit. Et après ça, c'est fini. Mais ailleurs, par exemple, non seulement la sensibilisation est faite lors de la mise en place du crédit, mais durant tout le processus de remboursement du crédit, à chaque remboursement, on fait une sensibilisation au client qui vient rembourser. Bon, ça, on va revenir sur ça plus tard. Mais je pense qu'une éducation financière qui englobe tous les aspects de l'éducation financière n'est pas vraiment la question d'une seule institution, n'est pas seulement la question d'un seul opérateur ou d'un seul prestataire de services financiers. C'est une question qui, disons, est du ressort de l'État et qui doit pouvoir toucher à toutes les populations, qu'elles soient consommatrices de services d'assurance, de services bancaires, de services d'IMF, de services d'émetteurs de monnaie électronique ou de services de sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est mon point de vue sur la question. Monsieur Alavo, merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai quelques questions. Quelles sont les normes de suivi et d'évaluation d'une action d'éducation financière? Qu'est-ce qui distingue une sensibilisation, une information, la communication et l'éducation financière proprement dite? Donc, je reprends. Quelles sont les normes de suivi et d'évaluation d'une action d'éducation financière? Et qu'est-ce qui distingue une sensibilisation, une information, une communication de l'éducation financière? Félix? Monsieur Yao? Monsieur Yao? Si Monsieur Yao n'est pas là, Monsieur Alavo, si vous avez des... Okay. Allô? Oh, il est là, il est Allô, là. vous m'entendez? D'accord. Alors, je disais que, pour conclure ce que M. Alavo disait, jusque-là, il y a eu une éducation au remboursement de dettes. Ça a été une éducation au remboursement d'un crédit. Ce n'est pas véritablement de l'éducation financière. Mais il faut naturellement que, on va dire, que ces compagnies-là, la microfinance, elles puissent véritablement développer une action d'éducation financière qui prenne aussi en compte, je veux dire, la santé financière du client. Voilà. Si un client, avant de s'engager dans une dette, a toutes les informations réelles, parce que très souvent, on vous donne de petits papiers avec une écriture pratiquement illisible et puis on vous dit de signer. Parce qu'on vous a dit, oui, voilà comment vous allez rembourser, on vous dit signer. Mais non, il faut aller au-delà. Et puis, puisque nous parlons également d'assurance, qui dit aux assureurs que même les petits planteurs dont nous parlons aujourd'hui n'ont pas besoin
un jour d'une assurance retraite. Oui, aujourd'hui, les jeunes, elles peuvent travailler, mais est-ce qu'on a pensé un jour à sa retraite? Monsieur Voilà Yao, autant. Oui, excusez-moi de vous oui, interrompre. et Il y avait je une reviens question. à Oui, votre question. Allez-y. s'il vous La plaît. question était de savoir Les comment normes évaluer. voilà, de suivi et d'évaluation d'une action d'éducation financière. Bien. Alors, euh, faire du suivi, faire de l'évaluation, on va dire, de l'éducation financière, c'est au début même du montage du programme. C'est au début du montage du programme qu'il faut déjà élaborer, on va dire, les indicateurs de performance. Et puis, qu'est-ce qu'on veut évaluer? Il faut savoir clairement d'abord ce qu'on veut évaluer. Est-ce qu'on veut évaluer l'effet ou l'impact? On peut évaluer l'effet directement après une campagne ou une sensibilisation, parce que sensibilisation, c'est regrouper les personnes. On va dire, elles peuvent être en très grand nombre. Moi, j'ai fait des campagnes de sensibilisation où dans une même salle, j'avais juste besoin d'un vidéoprojecteur, d'une sonorisation. Et là, je me suis retrouvé en face de 300, 400 personnes. Ça, c'est une sensibilisation sur des thématiques assez sélectionnées. Par exemple, face à 300, 400, 500 enseignants, OK, je leur parle du surendettement. Donc, je ne peux pas aller sur plusieurs modules parce que d'abord, le temps ne me permettra pas. OK? Et je peux faire du suivi avec les structures concernées parce que il faut avoir des statistiques, des situations vécues par donc, ces personnes au départ, et puis qu'est-ce que vous voulez changer à la fin. OK. Maintenant, une formation en tant que telle, en ma qualité de maître formateur, c'est tout au plus une trentaine de personnes. OK. Parce que tout dépend aussi du type de pédagogie que vous appliquez, de méthodologie que vous appliquez. Est-ce une pédagogie centrée sur l'apprenant? Est-ce une pédagogie par la pratique? Ou c'est juste, on va dire, venir leur réciter, on va dire, des concepts? Non. Donc, voici un peu quelques éléments que je voudrais apporter à cette question qui porte sur le suivi. Le suivi se fait tout le long, on va dire, de la mise en œuvre d'un programme d'éducation financière. Et puis, on mesure l'effet. Après, on mesure l'impact. Voilà. Quel effet cette action éducative produit sur les populations? Est-ce que réellement, quand vous avez fini, on va dire, une formation ou une sensibilisation sur l'épargne, est-ce que après vous regardez si des comptes d'épargne ont été ouverts par donc ces populations? Alors, quel était donc votre indicateur pour mon métier, donc le programme en place? Et donc, tout ceci vous permet effectivement de savoir si l'action éducative évolue selon vos attentes ou pas. D'accord, merci, Monsieur Yao. On est pratiquement au terme de notre panel. Je vais donner la parole à chacun de vous pour faire un petit résumé de ce qu'il a compris et s'il a un message à passer. Je vais laisser la parole, parce que je suis galant et parce qu'à MSC, on connaît l'importance des femmes. Je vais laisser la parole à Madame Yao dans un premier temps pour nous donner son mot de fin et les différents, j'allais dire, points qu'elle voulait soulever. Madame Yao, vous avez la parole.
Oui, merci. Vous m'entendez? OK. Oui, oui, merci. Mon micro activé maintenant. En fait, déjà, merci d'avoir pensé à donner la parole à la femme la première. Et en même temps, je peux vous dire que c'est sûr que vous allez aussi m'accompagner en tant qu'entreprise fondée par une femme sur la mise en place de tout mon process. Donc, donc je continue. Mais, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi… Pour vous rassurer, oui, on peut vous faire des tarifs préférentiels. Non, gratuitement, pas… Je suis la seule femme du palais, donc c'est mon bénéfice. Donc, ça va accompagner sur tous ces process-là. Donc, en fait, ce que je veux dire pour moi, il y a une réalité qui est là. Quand on parle de l'éducation financière, quand on parle d'autre chose, le digital est une opportunité qu'il ne faut pas rater. C'est une révolution qu'on ne peut pas arrêter. Et pour moi, quand on ne peut pas arrêter une révolution, on s'y met là-dedans. Et comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique a peut-être raté la révolution industrielle, mais je pense que la révolution digitale, on ne doit pas rester en marge de ça. Pour moi, l'éducation financière ne sera pas seulement pour permettre à la personne d'avoir du crédit parce que ce n'est pas obligé de l'endetter, mais ce sera également l'opportunité de lui permettre de pouvoir mieux gérer ses ressources, puisque quand on a un crédit, il faut bien sûr le rembourser. Donc, je pense que c'est une opportunité pour moi que le digital vient apporter pour tout ce qui est éducation financière. Il faut y aller. Comment y aller? Ce sont les grandes questions qu'on doit nous se poser. À quel coût? Qui finance? Comment on fait en sorte que le petit producteur puisse être atteint? Je pense que ça, c'est nous les acteurs qui devront réfléchir là-dessus. Mais pour moi, c'est une révolution qu'on ne peut pas arrêter. Il faut y aller au risque de rester en marge encore de cette révolution digitale comme on l'a fait pour la révolution industrielle. Madame Yao, comme je disais, à MSC, on a toujours des compromis et nous sommes soutenus par la Fondation Mastercard. Donc, à tous les niveaux, on peut rediscuter. D'accord, merci. Monsieur Alavo, votre… Monsieur Alavo? Problèmes qui se posent au monde des petits agriculteurs sont notamment les difficultés d'accès à l'information, d'accord, le manque de formation vraiment agricole et les difficultés d'accès à un marché. Et je pense que durant tout le panel, on a vraiment abordé les différentes difficultés d'accès à une information de qualité, à une information financière de qualité. Et donc, pour permettre effectivement aux petits agriculteurs d'améliorer leur vie financière et pour leur permettre d'avoir d'autres opportunités, notamment en termes d'accès, et donc quitter la position de personnes vulnérables et donc pouvoir avancer dans leurs activités. Il est question effectivement de leur permettre d'avoir accès à des contenus éducatifs, donc pour parler de l'éducation financière de façon digitalisée. Et quelques recommandations. Je pense que à partir de l'instant, nous avons un programme régional d'éducation financière qui est censé se décliner en programme national d'éducation financière. Et il sera question donc de voir au plan local, disons, tout ce qui va avec le monde rural que nous avons, tout ce qui s'adapte à notre monde rural. Et donc, on peut penser, par exemple, à l'intelligence artificielle, ou parler, par exemple, du chatbot, Félix en a parlé tout à l'heure. On peut penser à des solutions qui intègrent donc la reconnaissance vocale. Et pourquoi pas la reconnaissance faciale? Oui, le volet SMS, sauf que l'expérience client n'est pas facile. Pour des gens qui ne savent ni lire ni écrire, c'est souvent difficile avec les SMS. Par contre, des solutions qui sont embarquées sur WhatsApp, par exemple. Vous voyez, quand on prend le téléphone WhatsApp, même dans les villages, la grand-mère prend son téléphone, appuie juste sur la partie enregistrement audio et donc fait un message audio et lettre
elle sait que c'est parti. Dès lors, elle sait que le message est parti, c'est que son interlocuteur, de l'autre côté, a le message. Donc, si on peut même, à travers des solutions qui sont embarquées sur WhatsApp, on peut même envoyer un message, une requête, d'accord, demander à avoir des informations en termes de contenu éducatif. Je crois que c'est des solutions qui peuvent être envisagées pour effectivement permettre le plus grand nombre de personnes, notamment dans les zones rurales, d'avoir accès effectivement à cette éducation financière qui sera bien entendu digitalisée et faciliter effectivement leur accès à des services financiers de base. Et donc, pour conclure, je dirais que une bonne inclusion financière, pour parler d'une inclusion financière soutenue et durable, il faut effectivement s'appuyer sur une éducation financière bien préparée et adaptée donc à la cible. Merci. Merci beaucoup, M. Alavo. M. Yao, vous savez, on termine toujours par les sages. Parce que quand le sage a fini de parler, on ne parle plus. Donc, M. Yao, vous avez la parole. Merci bien, Seka. Merci à tous les autres panélistes et surtout ceux qui ont partagé ce moment d'échange avec nous. Merci à Microsave d'avoir organisé, on va dire, cette possibilité d'échanger autour de la thématique, on va dire, liée à la question des petits agriculteurs. Ce que je voudrais retenir avec tous les participants, c'est que l'éducation financière doit donner des connaissances pour développer donc des compétences afin d'installer des attitudes afin que les populations puissent mieux gérer leurs revenus, leurs dépenses, qu'ils puissent épargner et qu'ils puissent gérer au mieux, je veux dire, les dettes. Il faut que l'éducation financière puisse apporter, on va dire, la capacité et les compétences nécessaires aux différentes populations de prendre des décisions financières avisées. Vous comprenez que donc l'éducation financière est devenue un outil indispensable si l'on veut lutter durablement contre la pauvreté. Je suis heureux que certains gouvernements aient compris, on va dire, les enjeux liés à l'éducation financière. Je voudrais me réjouir de la stratégie nationale d'éducation financière élaborée et adoptée par la BCEAO qui est en train d'être déclinée au niveau des différents pays. En Côte d'Ivoire, cette stratégie est portée par l'Agence de la promotion de l'inclusion financière. Et bonne nouvelle pour nous, depuis le 26 février dernier, le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires de la maternelle à l'université, en desservant également les populations hors l'école, notamment les jeunes, les femmes non scolarisées, également les producteurs agricoles. C'est un gros challenge, mais qui en vaut la peine. Vous savez, j'ai toujours dit à ceux qui aiment bien m'écouter que la connaissance arme et l'absence de connaissance désarme. Si nous voulons que nos populations soient armées, c'est-à-dire capables de pouvoir se prendre en charge d'un point de vue financier, prendre des décisions financières avisées, il faut éduquer la population. Et en tout cas, modestement, nous serons là où il faut accompagner les personnes à acquérir donc ces compétences. Nous serons là. Donc, merci encore une fois de plus et à bientôt. Merci, M. Yao. Je voulais donc remercier les uns et les autres. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que le digital est une opportunité sur laquelle
il faut pouvoir, une opportunité qu'il faut saisir. Et il faut se donner les moyens justement pour pouvoir profiter de cette opportunité-là. Et rien ne peut se faire sans l'appui des pouvoirs publics. Il faut que les conditions soient mises en place pour que l'éducation financière puisse être donnée à tout le monde dans les meilleures conditions. Bien évidemment, aujourd'hui, l'un des canaux les plus intéressants pour toucher l'ensemble de la population, les canaux digitaux. Et donc, une éducation financière qui va s'appuyer sur les canaux digitaux nous permettra d'atteindre toutes les populations, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Mais pour y arriver et pour rencontrer un intérêt, il faut que ce soit inclusif. Il faut que le programme qui va être mis en place tienne compte des réalités, des attentes et des habitudes des populations. Et pour ça, chacune des entités, que ce soit le coordonnateur du programme d'inclusion d'éducation financière ou les différents acteurs sont disposés à accompagner l'ensemble de ce processus-là. Je vous remercie tous d'avoir pris de votre temps pour être présents cet après-midi. Je pense que je ne me suis pas présenté au début du panel. Donc, je suis M. CKO Parfait. Je suis Senior Manager chez Microsave Consulting. Quand on parle de Microsave Consulting est un cabinet de conseil qui est spécialisé en inclusion financière, économique et sociale, qui, dans le cadre de ses activités, intervient sur 3 axes spécifiques: la recherche et l'étude, l'assistance technique et la formation à travers l'Institut ELIX. Microsave, c'est 20 ans d'expérience. À travers ces 20 ans d'expérience-là, c'est 190 collaborateurs dans 11 bureaux dans le monde, avec des projets dans plus de 50 pays en voie de développement. Nous avons travaillé sur plus de 3500 projets, fait plus de 750 publications et contribué à la digitalisation des paiements G2P dans le cadre de programmes qui ont impacté plus de 700 millions de personnes. Nous intervenons dans différents secteurs, les banques et finances, dans l'assainissement, les eaux, tout ce qui est WASH. Nous intervenons avec les gouvernements, les micro, petites et moyennes entreprises, sur les transferts sociaux et G2P, sur l'agriculture, la santé, le genre, l'éducation, le digital, l'énergie et le climat. Nous avons donc un large éventail de compétences que nous pourrons mettre à profit des uns et des autres. Madame Mao, donc nous attendons votre appel pour qu'on voit comment est-ce qu'on met les choses en place. Donc, je vous remercie tous et à très bientôt pour un nouveau panel, un webinaire ou un séminaire. Restez à la maison et protégez-vous. Bonne soirée. Merci. Allez, bye.